Marty Suprême, voilà un film au nom de sandwich de fast-food, mais est-ce pour autant du poulet? Ce qui est intéressant avec ce biopic sportif, c'est que ce n'est absolument pas un biopic sportif, mais plutôt une tranche de vie largement inventée, même si le scénario s'inspire bel et bien d'un homme qui a existé, vous en parlerez un tout petit peu. Est-ce que ça vaut le déplacement en salle de cinéma? Et s'agit-il d'un film de vampire caché? Eh bien justement, cette vidéo devrait vous éclairer sur ces questions. Marty Mauser est un jeune prodige du tennis de table à New York, seulement voilà, dans les années 50, ce sport attire surtout d'étranges personnages, quelques aficionados, des arnaqueurs et autres marginaux habitués des milieux interlopes. Convaincu qu'il pourra se forger un destin grandiose de sa poigne serrée sur une raquette, Marty est en galère d'argent pour donner forme à ses ambitions et partir disputer les plus grands tournois internationaux. Il va donc tout faire pour atteindre la mission qu'il s'est fixée, quel qu'en soit le prix. J'ai comme l'impression que l'équipe de com a bien fait son boulot pour ce film, qui a su faire parler de lui et attirer un certain public en salle avec 150 millions de dollars de recettes pour le moment, sachant que le film est sorti fin 2025 aux États-Unis. Il s'agit du film le plus cher de chez A24, avec un budget estimé entre 60 et 70 millions de dollars, hors marketing, et déjà de celui qui a récolté le plus d'argent en salle pour le studio, souvent cité pour ses films d'horreur. Toutefois, on en parle surtout pour la course à l'Oscar du meilleur acteur que vise Timothée Chalamet dans le rôle de Marty Mauser, une compétition qui conserve toujours son glamour, son prestige, et dont la prochaine édition se tiendra le 15 mars prochain à Hollywood. Toutefois, le film est également nommé pour le meilleur réalisateur, la meilleure photographie, le meilleur scénario original, le meilleur casting, les meilleurs costumes, le meilleur montage et enfin les meilleurs décors. Alors la hype est-elle méritée et Chalamet a-t-il une chance de remporter la récompense ultime de son art à seulement 30 ans? Je retarde encore un peu ma réponse à la première question, mais quant à la seconde, je pense en effet que l'idée d'un Oscar pour un tel rôle s'inscrit dans la logique de l'institution des Oscars au regard du passif de la prestigieuse statuette. Ceci étant dit, il devra notamment faire face à Leonardo DiCaprio pour Une bataille après l'autre, ou encore à Wagner Moura pour L'agent secret, donc ce n'est pas gagné d'avance. Quant à la hype, eh bien Marty Suprême a pour lui d'être un film surprenant qui mise beaucoup sur le n'importe quoi et l'inattendu. J'utilise à dessein le terme n'importe quoi, car c'est celui qui m'est venu durant la séance, mais pas dans un sens véritablement péjoratif. On sait que la réalité dépasse souvent la fiction et que les enchaînements rocambolesques susceptibles d'aboutir à des catastrophes ou des conséquences improbables surviennent plus souvent qu'on ne le croit dans la réalité. Le film mise sur une spirale qui échappe au contrôle du personnage principal, qui jongle avec bien trop d'assiettes à la fois, sans toujours se préoccuper de les voir se briser. Comme je vous le disais, le scénario de Marty Suprême est très librement inspiré de la vie de Marty Reisman, l'une des figures les plus marquantes du tennis de table aux États-Unis, ayant remporté par exemple le championnat national pour la dernière fois à 67 ans, ce qui est tout bonnement incroyable. Ce n'est pas pour rien que j'indiquais également que ce n'est pas un biopic sportif, ça commence et ça se termine plus ou moins comme tel, mais la majorité du film est consacrée aux improbables combines, relations et conséquences plus ou moins désastreuses de ce que Marty met en œuvre pour concrétiser son destin grandiose, du moins celui qu'il imagine. C'est cet enchaînement chaotique et imprévisible qui saisit le spectateur par la main et ne le lâche pas sur 2h30. Il y aura toujours des gens pour dire que c'est trop long, mais la majorité des spectateurs ne devraient pas s'ennuyer dans un tel déferlement de situations qui se détériorent et de personnages qui s'entrechoquent. Au service de cette énergie, on trouve une recréation très crédible de l'époque, une photographie subtile et une mise en scène qui met le spectateur au cœur de ce déferlement sans pour autant voler le premier plan aux interprètes. Le montage est impitoyable, juste ce qu'il faut, et ce n'est pas pour rien si le nom de famille de Marty est Mauser, inspiré sans doute des fusils et pistolets semi-automatiques. Là où Marty Suprême va sans doute générer le plus de discussions, c'est sur la personnalité et la moralité de son personnage principal. Le titre Marty Suprême n'est pas non plus choisi au hasard, puisque l'objectif de Marty passe avant tout et surtout avant tout le monde. Le prix de son ambition semble ne pas plus l'inquiéter que l'addition d'un hôtel, mais reste à savoir si et comment il en paiera les conséquences. L'ambition du film consiste, je crois, à mêler le mythe du sportif outsider à celui du self-made man américain pour mieux révéler le revers de la médaille, en incluant dans le récit des figures qu'on parvient au final à mieux cerner comme des contre-exemples ou encore des leçons de prudence ou d'humilité. Quelle personne devient-on en sacrifiant toute moralité ou sens éthique pour atteindre son objectif? Le film n'y apporte pas de réponse simple ou facilement édifiante. La morale du récit se situera davantage dans le rapport du spectateur au film. Elle n'est pas inscrite en lettres de feu sur chaque séquence, comme c'est assez souvent le cas dans les films hollywoodiens. Et puisque je ne sais pas quand vous donner cette information, c'est ici que je précise que la mère de Marty est jouée par Fran Drescher, alias une nounou d'enfer.
Malheureusement, son rôle est assez peu développé, mais participe néanmoins à brosser un certain portrait de Marty qui cherche d'un côté à échapper à une protection étouffante, tout en témoignant d'un égoïsme certain. Marty Suprême est aussi un film qui traite de la judéité à cette époque de proche après-guerre. Là encore, ce n'est pas la gloire ou à charge des juifs new-yorkais, mais plutôt un patchwork de portraits parfois caricaturaux, parfois plus nuancés. Le personnage de Marty utilise aussi parfois cette judéité pour se permettre des références au nazisme et au camp. Il faut dire que le réalisateur Josh Safdie et son co-scénariste Ronald Bronstein ont grandi dans un environnement juif new-yorkais et apprécient de mettre en scène des personnages à la moralité pour le moins discutable, tout en leur donnant un ancrage culturel crédible, ce qu'on retrouve ici, sans que la judaïté ne devienne pour autant un sujet majeur, c'est juste un élément de la vie de ces personnages. Alors le film parvient-il à échapper entièrement au mythe de la réussite américaine obtenue à force de travail et de détermination? Je pense que oui. Alors si on fait une lecture rapide et à chaud de la fin du film, on pourrait croire qu'il s'agit de glorifier encore une fois ce modèle vu et revu à Hollywood, mais j'ai l'impression que le message et la découverte finale sont tout autres. Avant d'aller un peu plus loin sur la question avec des spoilers qui seront nécessaires pour revenir sur la question des vampires au passage, je vous recommande de voir Marty Suprême. Pour moi, ce n'est certes pas un classique instantané ni sans doute le film de l'année, mais ça n'en reste pas moins un film avec tellement d'énergie et d'imprévisibilité, oui, encore une fois, qu'il me semble pouvoir plaire à la plupart d'entre vous, à condition de ne pas le juger purement sur des critères de récompense morale. En effet, je ne pense pas que le film tente de donner raison ou tort à son personnage, pour le moins problématique. Il s'agit surtout de dresser le portrait d'un jeune homme qui risque de se perdre et de causer beaucoup de mal en allant au bout de ses ambitions. Reste à voir ce qu'il découvre et comprend au bout du chemin. J'en viens donc à quelques spoilers. Je parlais de contre-exemples au rêve américain et on les trouve avec le couple de Keystone joué par Gwyneth Paltrow et de Milton Rockwell joué par ce triste sire de Kevin O'Leary. Vous effectuerez vos recherches sur le type pour savoir pourquoi il me sort par les yeux si ça vous intéresse. D'un côté, on a donc Keystone, une actrice qui a abandonné son rêve en choisissant la sécurité financière d'un mariage d'intérêt. Elle s'est perdue, mais quand elle tente de revenir au théâtre, on devine que la critique la descend et donc que la prise de risque ne paye pas forcément, ou du moins que la rédemption artistique et personnelle n'est pas si facile qu'une pièce financée par son odieux et richissime mari. Alors c'est vrai que Keystone est utilisé par Marty, mais elle en a conscience et à sa manière l'utilise en retour. De ce point de vue, leur relation semble étrangement un peu plus équilibrée et moins toxique que celle que Marty entretient avec Rachel, campée par Odessa Hazion, dont la notoriété monte désormais en flèche. Certes, Rachel tente à sa manière de manipuler Marty en laissant croire qu'elle est battue par son mari, mais c'est un cri de détresse déclenché par le comportement odieux de Marty à son égard. Elle a failli mourir à cause des combines de Marty et en s'évertuant à se racheter à ses yeux, témoignant 100 fois plus d'amour pour lui que lui n'en prouve pour elle. J'en reviens à l'autre côté de Keystone, donc son riche mari, Milton Rockwell, qui a réussi, mais qui a perdu toute forme d'humanité, et qui est de fait le personnage le plus antipathique du film. Même le vieux gangster, joué par Abel Ferrara, est plus sympathique, puisqu'il est au moins attaché à son chien. Et quand je dis qu'il a perdu toute forme d'humanité, ce n'est pas que symboliquement, mais aussi d'un point de vue littéral. En effet, Milton Rockwell a une ligne de dialogue extrêmement étrange lorsqu'il menace Marty depuis les coulisses. Lors du dernier set du match d'exhibition au Japon, il affirme qu'il est un vampire, qu'il est né en 1601 et que si Marty gagne, il sera malheureux toute sa vie. Cette ligne étrange a été suggérée par l'acteur et dans une première version du film, on avait une séquence finale qui donnait corps à cette menace. Et oui, aussi fou que cela puisse paraître, on y voyait un montage du succès de Marty à la tête d'une franchise de magasins de chaussures pour le retrouver 3 décennies plus tard à un concert de Tears for Fears avec sa petite fille. Et le film se terminait tandis que Milton Rockwell surgissait de l'ombre derrière Marty pour lui mordre le cou avec une apparence inchangée, indiquant qu'il était bel et bien un vampire. C'était tellement gros que le studio A24 a d'abord cru à une plaisanterie et Josh Safdie a décidé d'écouter les retours et de s'en tenir au final actuel du film. Je pense qu'il a bien fait. Kevin O'Leary estimait que le personnage de Marty ne pouvait pas s'en tirer à si bon compte et que s'il ne l'attaquait pas en tant que vampire, il fallait au moins que Rachel soit morte en couche. Je pense que Safdie a bien fait de ne pas écouter ce pauvre type, mais de ce fait, on peut considérer que Milton Rockwell est potentiellement un véritable vampire dans le film, même si la plupart des spectateurs le verront comme une métaphore du capitalisme qui détruit tout. Ainsi, entre Keystone et Milton Rockwell, on semble deviner 2 destins possibles pour Marty, devenir une star has-been ou continuer à sacrifier toute valeur et toute éthique personnelle pour réussir en écrasant tout le monde, à commencer par son entourage proche. Évidemment, je ne dis pas qu'il est impossible de réussir sans devenir une ordure finie, je me contente d'identifier ici des éléments de mise en garde du film. Quant à Marty lui-même, certes il remporte ce fameux match, mais à quel prix
et pour quels résultats concrets. Au final, il n'a servi que son besoin narcissique de se prouver qu'il pouvait être le meilleur au monde. Cette victoire ne sera pas sanctionnée par un titre dans un tournoi officiel. Il ne pourra d'ailleurs plus s'y inscrire apparemment. À ce sujet, on peut aussi s'arrêter un instant sur le dirigeant de la Fédération internationale de tennis de table. De toute évidence, c'est un parvenu, un parasite, très attaché à son statut et à son confort matériel, qui regarde de haut un jeune homme suffisamment énervé ou inconscient pour remettre en cause le système. Alors attention, cela ne fait en aucun cas de Marty un héros. Il est un personnage éminemment égoïste et dangereux. Il sème la tristesse, les blessures et potentiellement la mort autour de lui à cause de ses magouilles, ou du moins indirectement. Pourtant, le dernier plan le montre plus ému qu'il ne l'a été en gagnant son fameux match, et c'est seulement en découvrant son enfant. Il comprend peut-être qu'il a poursuivi des chimères et surtout risqué de sacrifier ce qu'il découvre comme une raison d'être supérieure. Est-il pardonné pour autant? Est-il voué au malheur ou au bonheur? Eh bien tout cela est laissé en suspens, comme pour nous rappeler que dans la vie, le karma ne semble pas s'appliquer telle une science exacte, sans oublier que les gens ont aussi le droit d'évoluer et, parfois, de devenir meilleurs. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous ne voulez pas qu'un multimillionnaire vampire vous morde le cou, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires pour vous exprimer sur le film, et je vous dis bien sûr à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!